Bonjour à tous et bienvenue dans Oxygène, le magazine de la santé. C'est le 3e numéro. Aujourd'hui, va porter sur une question de société au cœur de l'actualité. Peut-on encore manger de la viande? Aujourd'hui, évidemment, tout le monde aura vu les tristes vidéos diffusées par L214, des vidéos prises en caméra cachée, des vidéos qui montrent un traitement des animaux effroyable. Alors justement, la question qui va nous occuper, on va essayer de comprendre si l'éthique, la question sanitaire, l'hygiène peut être respectée et si l'on peut encore consommer de la viande raisonnablement. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec nos invités. Évidemment, Nicole, que je ne présente plus, à mes côtés, pédiatre, oncologue, jeune retraitée également. Absolument. Anne Deloisy, que les téléspectateurs de TV Liberté ont déjà vu pour ce brillant ouvrage, Bon appétit, publié aux Presses de la Cité, avec un sous-titre qui ne laisse pas indifférent, Quand l'industrie de la viande nous mène en barquette. Et également avec nous aujourd'hui, Pierre Inard. Pierre Inard aux multiples casquettes, on va le dire. Alors, notamment cet ouvrage, puisque vous êtes lanceur d'alerte, avec cet ouvrage qui s'appelle Omerta sur la viande, un témoin qui parle. Le témoin qui parle, c'est vous, et c'est publié aux éditions Grasset. Alors, pour commencer tout de suite, on va faire comme d'habitude, on va passer à l'actu de la santé, Nicole. Alors pour cette première information, une information qui nous vient de Belgique. Il y a très peu de temps, un hôpital, ou plus ou moins un établissement de soins de patients en fin de vie, a été condamné parce qu'en 2011, il avait refusé de pratiquer l'euthanasie sur son patient. Nicole, vous êtes médecin, vous avez côtoyé malheureusement des patients en fin de vie. Quel regard portez-vous sur cette information qui, on peut le dire, est un peu incroyable ? Oui, moi, elle ne m'a pas tellement paru incroyable parce que malheureusement, le conditionnement à l'euthanasie dans les services hospitaliers dans le pays et dans nos pays européens est de plus en plus développé. Et j'étais heureuse heureuse entre guillemets, qu'on cite cette information ici, sur laquelle évidemment il faudra revenir dans un vrai débat sur l'euthanasie, parce qu'il faut que les gens, il faut que la population se rende compte de la manipulation quand même à laquelle ils sont soumises, parce que entre dire il faut pas qu'un patient meure dans la souffrance, il faut pas qu'on allonge ses souffrances, etc. Il faut les soulager et les dérives majeures qui surviennent une fois qu'on a banalisé ça et que les gens finalement je suis amené ma mère cette nuit aux urgences et puis on m'a dit laissez-la la nuit, ça va vous reposer. Le lendemain matin, on arrive, elle est morte. Moi, c'est quand même des témoignages que j'ai dans des hôpitaux parisiens. Alors que c'était quelqu'un qui allait pas si mal à domicile. Il faut vraiment que l'euthanasie soit prise pour ce qu'elle est. C'est vraiment un problème de fond. On va parler d'éthique pour les animaux tout à l'heure, mais c'est la même chose. C'est un problème de société, effectivement. L'éthique, qu'est-ce que c'est que la vie et au sens large, hein. Donc vraiment, c'est gravissime, mais c'est pas. Il faut bien voir que cette interdiction en Belgique n'est pas inimaginable en France. En France, on pourra aussi discuter un jour dans notre émission des problèmes de l'avortement, des conséquences hormonales, etc. chez les jeunes femmes. Mais j'ai vu aussi passer un texte là avec la réforme de la santé, comme quoi les cliniques ou les hôpitaux qui pratiquent les accouchements sont soumis à un quota. En gros, il faut qu'ils fassent un avortement pour 4 accouchements. Ça, c'est récemment dans la nouvelle loi de santé, vraisemblablement. Je veux dire, il y a des choses comme ça. Si, c'est hallucinant, Parce que je veux dire qu'une femme puisse avoir recours à l'avortement si elle en a besoin, etc. Mais enfin, qu'on les pousse manifestement et surtout on oblige les établissements, là aussi, y compris en supprimant éventuellement le droit de la clause de conscience du médecin, ça devient gravissime. Alors on va continuer avec les bonnes idées du ministère de la Santé, évidemment, avec un nouveau plan, le plan France Génomique, qui est prévu d'ici 2025, pour lequel on va quand même dépenser 670 millions d'euros. Nicole, vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Là aussi, très, très brièvement, parce que là aussi, ça méritera, on fait des ouvertures sur les futures émissions, parce que vraiment, effectivement, le fait de vouloir, là aussi, notre ministre a dit, il faut que chaque Français ait son génome, ça fait très, très peur. Alors, ça peut être présenté pour les patients vu de très loin ou pour les citoyens comme je suis susceptible de faire plutôt tel cancer que tel autre. Ce qui veut dire d'abord qu'on ne va plus soigner tous les patients de la même façon, donc la médecine universelle ne va plus être exercée. Et puis surtout, c'est une source invraisemblable d'informations, puisque ça va être des open data, on va les mettre, c'est nos données de santé, là aussi dans la loi de santé qui vient d'être votée,
Il est clair que nos données de santé vont être mises sur le marché, vendues, etc., en tout cas aux assurances. Donc vos assurances connaîtront votre génome à partir du moment où vous aurez accepté de le faire. Donc moi, la première chose que je conseille aux citoyens, c'est de refuser de faire ce génome sans avoir plus d'informations. Après, on pourra discuter. Mais il est évident que faire le génome de tous les citoyens, d'abord, au-delà du coût invraisemblable que ça... Là aussi, il faudrait qu'on nous mette les conflits d'intérêts ou les liens d'intérêts qui expliquent qu'on mette ce plan en place alors qu'on ne rembourse plus l'aspirine ou des petits médicaments de confort. Mais je veux dire, c'est un danger majeur de fichage, effectivement, de tout individu et qui va justifier qu'une assurance ne vous rembourse pas ou ne vous donne même pas un prêt pour votre maison parce qu'avec le génome que vous avez, là, vous allez vous faire un cancer dans les 10 ans. Moi, je ne vous assure pas pour acheter une maison. Il faut quand même que les citoyens comprennent que c'est ça. Mais au-delà de l'aspect confidentiel, quand même, on comprend pas très bien, finalement, si on décode, entre guillemets, l'ADN de tout le monde, on pourra vraiment avoir un traitement spécifique pour chaque personne. Pas du tout. Vous aurez un traitement sur un gène et pas sur une personne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pseudo-personnalisation du traitement, d'ailleurs on voit bien que finalement les thérapies ciblées sont en train d'échouer, puisque maintenant on vous fait une grande publicité sur les traitements immunologiques. Si on avait guéri tous les cancers comme on nous l'avait promis il y a 10 ans avec les thérapies ciblées, on n'aurait pas besoin de nous faire la publicité en disant « Ah mais vous allez voir l'immunologie » et puis de multiplier les traitements entre eux ciblés. Au lieu de vous donner une molécule ciblée à 50 000 € l'année, on va vous en donner 2 ou 3, tout autant de bénéfices pour Big Pharma. Tout le monde est quand même, et les affiliés de Big Pharma. Tout le monde n'est pas perdant dans cette affaire. Les actionnaires ne sont jamais perdants. Hein, mais par contre, les malades, si vous voulez cibler un traitement sur une mutation d'un gène précis n'est pas guérir la personne, c'est essayer de guérir la mutation qui se situe elle-même dans un environnement d'une personne, d'un organe, d'un environnement général de la personne, là où elle vit, en fonction de la température, de l'humidité, de ce que vous voulez. Donc, il est aberrant de penser que le cancer serait une maladie aussi bête qu'on pourrait la soigner avec une mutation. C'était chimique. D'abord, la meilleure démonstration est que ça fait 10 ans qu'on nous raconte ça et que, enfin même 15 et ça marche pas. C'est ce qu'on a démontré dans la première émission. Si vous voulez la revoir, faut pas hésiter. N'hésitez pas. Voilà. Sur malade tous cobayes. On passe à la troisième. Mais c'est gravissime parce que si vous voulez, c'est exactement la suite de cette prise en charge des patients. On leur fait croire qu'on personnalise sur l'individu, sur la personne qui est en face de moi, alors qu'on essaie de personnaliser sur un petit bout de la mutation d'un gène, d'un cancer ou d'une cellule dont on sait, en plus on sait tous quand même que les cancers sont hétérogènes. Donc vous avez des cellules qui portent telle mutation, d'autres. Donc c'est vraiment de la manipulation, d'intoxication, juste pour vendre des médicaments, vendre des génomes, parce que aussi c'est cher, et n'avoir aucun résultat sur la santé des gens, mais c'est pas le but. On passe à la troisième, Nicole. La troisième, vous avez parlé d'intoxication, ça tombe bien. On va revenir sur un peu. C'est la mise à jour ce qu'on a dit la dernière fois. Notre fil rouge, effectivement, l'autorisation du glyphosate, qui en catimini, on peut le dire, je crois, est passée. Donc il va y avoir une réautorisation pour 18 mois. Alors on peut d'une certaine manière se contenter, puisqu'au départ on parlait d'une prolongation pour 15 ans, puis pour 10 ans, puis pour éventuellement 3 ans. Bon là on n'est plus qu'à 18 mois, effectivement. Vous, Pierre Inard, évidemment, comme vous êtes au-delà du fait que vous soyez lanceur d'alerte, vous êtes également agriculteur. Maintenant, on expliquera un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous utilisez des pesticides comme le glyphosate de Monsanto ? Aucun, parce que je suis, comme agronome, pionnier dans les systèmes extensifs et des systèmes bio. Donc ça fait bien longtemps, des décennies, qu'on a fait la démonstration que ce sont des pesticides extrêmement dangereux, mais qui ne sont pas utiles. C'est l'ensemble de l'agronomie qu'il faut revoir. C'est parce qu'on pratique mal, on travaille mal les terres, donc on les salit, donc ils cherchent des solutions chimiques qui tuent tout, et avec des problèmes derrière de mutation, et c'est des produits qui sont reconnus potentiellement cancérigènes par l'OMS, donc il ne faut pas jouer avec ça. Là, on s'aperçoit juste... L'OMS a justement retiré le caractère cancérigène. Finalement, ils sont revenus sur cette appellation. Oui, mais ça, c'est la force des lobbies, parce que c'est vrai que ça faisait une grosse tâche sur le produit. Mais ici, ça veut simplement dire que l'Europe a reculé face aux lobbies. Il y a une urgence d'interdire ces produits qui sont hautement toxiques. Si je
je peux dire, l'Union européenne a reculé, ce qui montre qu'effectivement la toxicité, pas l'Europe. Non, oui, pas l'Europe. Nous sommes en Europe. L'Union européenne, quand même, qui est effectivement une organisation totalitaire sur ces choses-là, nous impose quand même. D'ailleurs, ça a été décidé en Commission européenne sûr, parce que comme personne n'arrivait à statuer sur la question, c'était une décision arbitraire. C'est effectivement une organisation autoritaire qui nous impose d'intoxiquer les citoyens, là aussi. On passe à la radiographie de la santé, Nicole. On passe au gros sujet. Peut-on encore manger de la viande aujourd'hui en France en 2016 ? Alors pour ce sujet, on va suivre tout simplement le cheminement des animaux, de l'élevage, en passant par le transport, l'abattage. Malheureusement, après donc l'abattage, on verra qu'il se fait toujours dans des conditions un peu discutables. On va le voir avec les images de la L214, bien évidemment. On verra ensuite la manière dont cette viande est consommée, puis évidemment s'il existe des alternatives à la consommation de viande, s'il faut envisager cette alternative ou si au contraire il y a dans la consommation de viande des méthodes pour réussir à, entre guillemets, contourner le système qui est un peu grippé. Je pense que Pierre Inard ne démentira pas cela. Alors, pour commencer, je vais revenir sur ce que Nicole a dit quand même. Ici, aucun de nos invités n'a de conflit d'intérêt, de lien d'intérêt avec qui que ce soit, ni l'industrie pharmaceutique, ni l'industrie agroalimentaire. Pierre Inard, encore une fois, on l'aura compris. Alors passons donc à la première partie de ce gros dossier, de la radiographie. Passons à l'élevage, tout simplement. Alors avec Pierre Inard, c'est vous le professionnel, on va vous écouter rapidement. Est-ce que vous pouvez passer en revue les méthodes de reproduction, si elles sont naturelles selon les différents modes agricoles, si elles sont au contraire très encadrées? Expliquez-nous déjà cette première chose. Oui, alors en France, il y a des élevages multiples, à savoir que le modèle dominant actuel est un modèle intensif, où la reproduction, on a remplacé la reproduction naturelle par de la reproduction artificielle via l'insémination. Dans quel but ? Toujours dans le but d'accroître la productivité et sélectionner de façon plus rapide, ce qui porte quand même à conséquence parce qu'on est en train de faire de la consanguinité dans les troupeaux. Savoir qu'un taureau va être père de milliers de descendants, ce qui veut dire qu'après, vous avez des animaux qui ont une très faible diversité de gènes, parce qu'en fait, c'est 3, 4 ou 5 taureaux qui, au niveau français, sont les souches de l'ensemble du troupeau reproducteur. Alors, ça, c'est le modèle dominant. On a glissé vers ce système-là depuis 25 ans avec une très forte accélération. Ça porte à conséquence parce qu'on perd de la biodiversité, donc des caractères de rusticité, des caractères d'adaptation, parce que ce qui est derrière chercher exclusivement, c'est produire plus vite, toujours. Alors que ce soit sur la production laitière, que ce soit sur la production d'animaux à viande. C'est-à-dire troupeaux de vaches nourrices et troupeaux laitiers productrices de lait. Donc on a ce même problème. Parallèlement, vous avez encore des résistants, j'en fais partie, qui utilisent donc la reproduction naturelle, donc j'élève des taureaux, et donc ce sont les taureaux qui font la monte naturelle et qui font la reproduction sur la ferme. Donc ça c'est complètement compatible et naturel, on préserve donc une biodiversité. Ce mode de reproduction-là est plus présent aujourd'hui sur le troupeau, ce qu'on dit allaitant, c'est-à-dire des vaches nourrices qui sont les élevages qu'on appelle les élevages de bovins destinés à la viande. Il y a un plus fort taux de reproduction naturelle. Sinon, pour l'élevage laitier aujourd'hui, à 90-95%, c'est exclusivement de l'insémination artificielle. Alors Anne, vous avez été, il me semble, aussi au début de la filière, avant de visiter les abattoirs dans votre longue enquête de 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez vu en ce qui concerne les conditions d'habitat, entre guillemets, des animaux? Parce qu'aujourd'hui, on voit des animaux comme les vôtres, visiblement, qui sont au champ et qui mangent de l'herbe. Et puis on voit l'émergence de la ferme des 1000 vaches. Et puis des fermes des 1000 vaches, il y en a plus d'une quinzaine en France déjà. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Alors il y a une accélération et c'est vrai que du coup les consommateurs se sont pas mal insurgés contre ce phénomène, mais
ça existe déjà depuis un bon moment. Pour les vaches, effectivement, on a des fermes de 1000 veaux, 1000 vaches, etc. Mais pour les cochons, c'est bien plus que ça. C'est 5000 ou 10 000 mères reproductrices, donc ça produit énormément. Ils font 100 000, 150 000 cochons par an. Avec les problèmes qu'on connaît d'ailleurs, parce qu'il me semble que les truies sont conservées pour la plupart, enfin conservées entre guillemets, mais couchées avec des grilles autour d'elles, et en gros les petits peuvent la téter sans qu'elles puissent vraiment se retourner, ni même les lécher quand elles leur donnent naissance. C'est intéressant de regarder des images, on en voit beaucoup sur internet. Effectivement, les animaux sont parqués, du coup pour rentabiliser au maximum, on les met dans des bâtiments où ils sont confinés. Ils ont des espaces extrêmement réduits, et c'est pas innocent si on les empêche de bouger, c'est parce que quand ils bougent, ils consomment de l'énergie, donc s'ils consomment de l'énergie, ils grossissent moins. Mais ils font du gras. C'est le but, il faut qu'ils soient lourds. Et pour pas qu'ils fassent trop de gras, puisque le consommateur soi-disant n'aime pas le gras, ce qui est une erreur, puisque le gras c'est justement le goût dans une viande. C'est le goût, c'est là que c'est par là que ça passe. Du coup, en fait, ils leur donnent, pareil, ils font des transformations génétiques pour que ce soit des animaux qui soient plus musclés, avec beaucoup plus de fibres. Comme ils n'ont pas de muscles en courant, forcément. Voilà. Ils ont, par exemple, la longueur du corps d'une truie, par exemple, a beaucoup augmenté. C'est beaucoup allongé parce qu'en fait, on aime les côtes. Donc il faut que les côtes soient bien charnues. Et on fait des manipulations génétiques. On les fait sur les cochons, on les fait sur les vaches, on les fait sur les volailles. Par exemple, sur les vaches, elles ont tellement été modifiées génétiquement, même si à un moment donné elles ont été protégées. Ils ont été chercher des spermatozoïdes d'autres variétés de vaches qu'ils ont mixés pour arriver à faire des vaches qui soient plus résistantes et plus costauds. Sauf qu'elles sont tellement costauds maintenant et elles sont tellement lourdes qu'elles n'arrivent même plus à se monter les unes sur les autres. On parlait de reproduction tout à l'heure. Elles peuvent plus, et que le taureau en fait se casse les pattes quand il essaye de monter la vache. Donc c'est un problème, donc on arrive à l'insémination artificielle. C'est un peu un espèce de système kafkaïen où en fait tout le monde est le cochon de la farce, le dindon de la farce ou le cochon, je sais pas. Visiblement on peut le faire avec tous les animaux. On peut le faire avec tous les animaux, et le pire avec l'homme. Y compris avec l'homme. À partir du moment où on fait du génome, on veut aussi faire de l'eugénisme et avoir son petit prix Nobel, donc aller chercher les spermatozoïdes. Donc c'est la même chose, hein. On est vraiment dans le même combat, quoi. Mais le problème majeur dans tous ces ateliers de pousse ou de production, parce que c'est même plus des élevages maintenant, c'est des ateliers de production, ça devient très très mécanique, c'est que pour pas qu'ils tombent malades, on est obligé de leur donner des antibiotiques, même si officiellement c'est interdit, mais on va vous dire qu'on leur donne pas en préventif, mais parce qu'il y a une vache qui est malade, sauf qu'autrefois quand vous aviez une vache qui était malade, et Pierre j'imagine fait ça encore aujourd'hui, vous la sortiez du troupeau, vous la soignez, et une fois qu'elle a été guérie, vous la remettiez avec le troupeau. Là, ils ne peuvent pas puisqu'ils sont enfermés tous dans le bâtiment, et donc quand vous en avez une malade, vous soignez toutes les bêtes. Et donc elles sont toutes passées aux antibiotiques. Donc quand on vous dit qu'on n'en donne pas, c'est pas vrai. Par ailleurs, comme elles sont toutes enfermées les unes sur les autres, elles respirent toute la journée leurs excréments qui leur brûlent les poumons. On se rend compte que par exemple pour les cochons, je crois que c'est 80 ou 90% des cochons ont des infections pulmonaires. Les cochons élevés de façon industrielle, pas les cochons en plein air. Eux, ils n'ont pas de soucis. À cause de l'ammoniac. À cause de l'ammoniac de l'urine qui leur brûle les poumons. Et en fait, tout ça a des conséquences. Et comme ils ont les poumons brûlés, on est obligé de leur donner des médicaments supplémentaires. Et qui retrouve ces médicaments dans son assiette? C'est le consommateur. Alors, on va regarder un petit témoignage qui va sans doute faire un peu écho à votre expérience, Pierre Inard. C'est Stéphanie Bignon. Vous allez voir un profil totalement atypique. Elle était d'abord ingénieure. Maintenant, elle est ingénieure et paysanne. Elle tient à ce mot, d'ailleurs, qu'elle va reprendre. Elle élève des vaches à viande. On va regarder. Je suis à la fois ingénieur et éleveur, paysan. Donc ingénieur la moitié du temps, éleveur l'autre moitié du temps. Et c'est assez important, j'y tiens, parce que je pense que c'est l'avenir en fait. Et donc je fais cette gymnastique depuis 2008. Si on prend par exemple les chiffres, dans les années 50, plus de 30% de la population active est représentée par les paysans. Dans les années 2000, on tombe à moins de 4%. Autrement dit, comment peut-on tenir à ce rythme? De moins en moins de paysans, de moins en moins de personnes pour produire de la nourriture et de plus en plus de bouches à nourrir. Nous sommes de moins en moins nombreux à produire de la nourriture, donc nous devons nous tourner vers la productivité. Qu'est-ce que la productivité sinon produire plus avec moins de moyens et moins de personnes? Et je pense que cette gymnastique doit cesser. Nous travaillons pour vivre et pour nous épanouir aussi. Et de ce fait, quand nous travaillons bien, nous prenons soin de l'environnement, des gens avec qui on travaille
et de la matière avec laquelle on travaille et de cette matière noble et vivante que sont bien sûr les animaux. Je pense que tout ce qui va dans le sens de la diminution de la taille des infrastructures va dans le bon sens. Aujourd'hui, cette productivité nous a amené à fabriquer de plus grands ensembles de production et évidemment d'abattage. Toute la chaîne se transforme va vers le gigantisme. Et c'est ce gigantisme qui engendre tous les déséquilibres que nous connaissons aujourd'hui. Et évidemment que l'animal est le premier à en pâtir. Le premier, peut-être le deuxième, parce que les agriculteurs en pâtissent en premier lieu. Alors vos réactions, Pierre Inard? Son analyse est complètement juste. C'est doublement intéressant parce qu'elle a aussi les deux casquettes, c'est-à-dire elle a son côté ingénieur et éleveuse. Ça veut dire qu'elle maîtrise bien le sujet dont elle parle et l'actualité lui donne raison parce qu'on voit bien que le système intensif est dans le mur, va dans le mur. On l'a vu tout l'automne dernier avec toutes les manifestations des agriculteurs en Bretagne. La Bretagne est par excellence la zone d'expérimentation depuis 20 ans de leur fameux schéma de développement où c'est le gigantisme, le productivisme, et ça a amené la faillite des agriculteurs, les suicides et une Bretagne et une intensification complètement en crise. Donc le modèle ne marche pas, ne marche plus. Donc il faut réinventer. C'est pour ça que son analyse là, en disant qu'on n'a pas cessé d'augmenter la productivité et donc la conséquence a été la désertification et la baisse du nombre d'agriculteurs. Il faut faire le schéma inverse, c'est-à-dire limiter les structures, limiter les troupeaux, de façon à ce que les gens puissent vivre de leur métier et qu'on puisse réinstaller et avoir de la valeur ajoutée du travail et des hommes et des femmes à travailler la terre. C'est juste parce que c'est un maillon extrêmement important dans la chaîne de santé. On oublie trop souvent que la première médecine, c'est l'agriculture. Parce que les gens construisent leur santé par leur alimentation et leur environnement. Donc l'agriculture, elle impacte ces deux facteurs-là, c'est-à-dire l'air, l'eau qu'on respire et les aliments qu'on ingère. Donc la santé commence dans l'assiette, donc par l'agriculture. C'est pour ça qu'il faut reprendre en main ce schéma qu'est l'agriculture et faire une autre agriculture, une agriculture respectueuse de l'animal et de l'environnement et des hommes qui y travaillent. Alors justement, le respect de l'animal, on va continuer de suivre nos animaux sur toute cette chaîne alimentaire, entre guillemets. On va passer rapidement au transport. Les conditions de transport des animaux de boucherie. Anne, je suppose que là aussi, vous aurez des choses à nous dire ? Alors absolument, le transport, là aussi c'est un vrai problème parce que comme on se rend compte aujourd'hui qu'en France, même si la France est le premier producteur en volaille, en bovin, et le troisième en porc après l'Allemagne et l'Espagne. Le problème, c'est qu'on importe énormément de viande de l'extérieur. Par exemple, si on prend les cantines et les restaurants professionnels, je crois qu'on est à 70% pour les bovins, 87% pour la volaille, et pour le porc, on n'est pas très loin. Donc en fait, tout ce que les enfants mangent, tout ce que les gens mangent quand ils sont à la cantine du travail, c'est de la viande importée de l'extérieur. Donc ça veut dire que les bêtes ont voyagé. Ce que vous dites quand vous dites de la viande importée de l'extérieur, c'est le produit fini, entre guillemets, qu'on importe, ou c'est la vache vivante, enfin l'animal vivant qu'on abat en France et qu'on consomme en France? Alors c'est un peu les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont abattus à l'étranger et qu'on importe une fois qu'elles ont été abattues, sous prétexte que les abattoirs étrangers sont moins chers que les abattoirs français, et donc on cherche... Ils ne sont pas toujours pires, hein. Alors, c'est très variable de comparer comme ça. Ce qu'on peut regarder, c'est les rapports de l'OAV, les inspecteurs vétérinaires européens, qui vont visiter tous les abattoirs en Europe et dans les pays tiers qui fournissent aussi l'Europe. Je pense à la Roumanie, par exemple. Alors oui, si on va en Roumanie, la Roumanie aujourd'hui bénéficie de structures extrêmement modernes, puisqu'ils ont réussi à avoir des financements européens pour créer des structures modernes, ce qui n'est pas toujours le cas de la France. En France, on a beaucoup abandonné les abattoirs, et on a des abattoirs qui, si certains
certains sont modernes, beaucoup sont encore dans des conditions extrêmement vieillissantes. C'est des structures qui n'ont pas bénéficié d'investissements technologiques qui permettraient aux travailleurs et aux opérateurs de travailler dans de meilleures conditions. Cette page, on va rester sur le transport, juste parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Notamment, je relève le fait que si le TAFTA, donc le traité transatlantique, passe, normalement, la durée de transport sans pause, sans alimentation et sans eau devrait pouvoir doubler. Donc je crois qu'on peut passer de 24 à 48 heures non-stop, me semble-t-il. Ah, officiellement, on n'est pas à 24 heures. Alors, ça dépend des espèces, mais je crois qu'on est plus à 8 heures normalement. On est 10 ou 8 heures. Oui. Sur le maximum, Le maximum, sur certaines on est censé espèces, s'arrêter, on est les à abreuver, 24, etc. on passera potentiellement à 48, me Mais semble-t-il. en fait, encore une fois, comme on ne vérifie rien, si vous regardez les camions sur les routes, vous les voyez, ces camions avec des vaches, avec des cochons, avec des entassés volailles. souvent. Entassés dans des conditions absolument difficiles, d'autant plus qu'on sait que des bêtes qui sont transportées, qui sont stressées, au moment où elles vont être abattues, vont développer des toxines qui vont faire que la viande se conservera moins bien. Donc c'est pas intéressant pour personne, ni pour les abatteurs, ni pour les consommateurs, parce que si la viande se consomme moins bien, elle doit se vendre plus vite. C'est un argument qui fait pas vraiment la publicité de la chasse, hein, soit dit en passant. De la chasse. Les animaux qui courent devant les chasseurs, forcément, ils produisent aussi des toxines. Oui, par la peur. Oui, par la peur, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ça n'a pas. Là, on est censé être dans un système qui est régulé par l'État, et aujourd'hui, on se rend compte que l'État ne régule pas grand-chose, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de conditions vétérinaires, etc. Et quand je reprends juste sur les conditions d'élevage des animaux. Par exemple, encore en termes de transport, les cochons qui ont été enfermés toute leur vie dans des stalles sans pouvoir bouger. La seule fois où ils vont bouger de leur vie, c'est le jour où ils vont aller à l'abattoir. Donc le fait de monter dans des camions, aujourd'hui on fait des camions en plus à plusieurs étages avec des ascenseurs internes, c'est magnifique. Hein. Les cochons sont entassés, mais quand ils arrivent à l'abattoir, vous en avez déjà 8% qui sont morts. Et on considère que si c'est que 8%, c'est normal. Vous perdez un enfant sur 10 et tout va bien. Il y a des quotas. Parce que si vous en perdez plus, on va se dire qu'ils étaient peut-être malades. Mais si vous en perdez moins de 8%, on considère que c'est normal. Pareil pour les volailles, etc. C'est-à-dire qu'on le système en fait considère à tous les niveaux qu'on a le droit d'avoir des pertes et que ça fait partie du jeu. Sauf que quand on est un éleveur, Le taux de casse. Comme au service militaire. Voilà, mais c'est lié à l'intensification C'était 3%, de toute la chaîne. Ils avaient le droit autrefois. Et donc, comme on veut gagner en productivité, il faut massifier les transports, concentrer dans les transports. Donc, il y a une densité au transport qui est toujours plus forte. Après, c'est cumulé avec des distances, parce que comme les abattoirs s'éloignent, eh bien, la distance de transport des animaux augmente. Ils s'éloignent parce qu'il y en a beaucoup qui ferment. Voilà, mais ça, c'est une mauvaise tendance aussi. Voyez, et il faudrait aussi, pour récupérer la valeur ajoutée sur les territoires, parce qu'on parle que la France s'appauvrit, mais pour que la France se réenchérisse, il faut absolument, c'est ramener de la valeur ajoutée, mais sur les territoires, et diversifier et répartir ça sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, ce sont des gros moyens d'abattage qui drainent l'ensemble des abattages en France, et l'ensemble des transports convergent. Donc ça fait après des centaines, voire des milliers de kilomètres de transport, alors qu'il faudrait absolument, c'est répartir à nouveau la valeur ajoutée sur les territoires. Et ça veut dire que l'État reprenne son rôle d'incitation à moderniser des structures plus petites, mais plus locales. Nicole, vous vouliez lui ajouter quelque chose, il me semble. Oui, parce que vous avez prononcé le mot TAFTA, donc il faudra peut-être en reparler, parce que ne pas en parler juste au niveau du transport. On en reparlera au niveau de l'alimentation. Oui, parce que évidemment, on voit bien qu'à chaque fois que vous exposez un problème, on peut le resituer dans les moyens de vie généraux, parce que à la fois on est premier producteur, vous avez dit, de volailles, et on les importe. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout dans notre système. Hein, on ne peut pas faire l'impasse sur les implications, effectivement, de l'Union européenne sur notre organisation. Moi, je veux bien qu'on parle d'agriculture en fermant les yeux, mais je veux dire, là, par exemple, vous parlez de désertification, et c'est tout à fait intéressant de voir qu'on nous fait un cinéma d'encre sur les déserts médicaux. Mais on supprime les agriculteurs, donc on supprime les écoles, donc après il n'y a plus de médecins. Enfin bon, effectivement, si on réorganise, si on laisse naturellement se réorganiser une vie entre guillemets normale, peut-être ancestrale,
Oui, on fait une vie normale. Je veux dire, si j'ai envie d'élever mes 10 poules, que j'ai pas 25 normes qui fassent que j'ai pas le droit d'élever mes 10 poules. Et à ce moment-là, je vais rouvrir une petite école, je vais y avoir forcément un cabinet médical, une pharmacie, un tabac qui vont revenir. Je veux dire, on peut pas, je crois qu'il faut, de façon générale, on peut pas traiter le système de la santé des humains, la santé des porcs, la santé des chevaux, etc., de façon isolée, parce que c'est vraiment un problème de fondement de notre société politique. Alors on va terminer. Je voulais juste rajouter un point sur ça, parce qu'en fait, effectivement, en termes de conséquences sur la santé de l'alimentation, il y a des études qui ont été faites par les États généraux sanitaires français, donc en plus c'est une étude interne, donc on pourrait se vanter du fait qu'elle est assez efficace, et qui dit 1 euro dépensé en prévention, c'est 5 à 6 euros économisés en frais médicaux et réparation des préjudices. Parce qu'au final, si vous mangez mal, ce qui se passe, c'est que le consommateur va devenir malade. S'il est malade, alors ok, c'est la Sécu qui paye, mais en même temps, c'est quand même le consommateur qui est malade lui-même. Donc à un moment donné, c'est vous. et puis la Sécu, c'est quand même nous. Non mais j'entends bien. Donc du coup, il faut peut-être prendre le problème à l'envers et se dire à un moment donné, si je dépense un tout petit peu plus dans mon alimentation, derrière, je fais des économies parce que je serai pas malade. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième point sur l'Europe, parce que je trouve ça important. On n'arrête pas en France de taper sur l'Europe au niveau agricole. Je pense qu'il faut quand même qu'on précise que sur les 28 pays européens, la France touche 80% des aides de la PAC, de la production agricole commune. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui se décide au niveau européen sur l'agriculture, c'est la France qui le décide. Rien ne se fait si on n'est pas d'accord. Donc, dès qu'on entend les ministères, le gouvernement expliquer que c'est l'Europe qui nous impose des trucs, à un moment donné, il faut aller voir de plus près ce qui se passe réellement. L'Europe ne nous impose pas grand-chose. C'est la France qui impose à l'Europe son système et sa vision des choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Vous avez raison, oui. Et aussi dire que les subventions, ils n'atterrissent pas aux petits producteurs, mais à ces malheureusement, j'imagine. Quand on sait que 80% des subventions européennes en France, elles sont perçues par 20% des agriculteurs. Voilà, Combien ça c'est vous touchez, important. vous, d'allocation de l'Europe ? Alors ça, c'est un problème. Je suis dans les fermes qui touchent les moins. C'est-à-dire, même par rapport au voisinage, j'ai 3 à 4 fois moins d'aide européenne que les autres. Sur un système équivalent ou Oui, mais ne serait-ce parce que je suis déjà sur un système herbe. Un système herbe n'a jamais été aidé. C'est-à-dire on a toujours en France privilégié les systèmes polluants. C'est-à-dire le système maïs en silage, tourteau de soja importé, a toujours été un système qui a été aidé, subventionné. Pourtant, la vache, à la base, elle mange... La vache, à l'origine, est un herbivore. Donc c'est une vraie contradiction, un vrai paradoxe de vouloir en faire un cochon. Mais pourtant, depuis que l'Union européenne, et non pas l'Europe des nations, existe, eh bien, les aides européennes ont toujours été aux surfaces cultivées, si possible irriguées. Les aides de production étaient plus importantes sur le maïs en silage. Elles n'existaient pas au départ sur l'herbe. Après, ils en ont mis des toutes petites ridicules sur l'herbe, mais elles étaient maximum sur du maïs. Surtout s'il était irrigué, par exemple. C'est juste une aberration. C'est juste une aberration, absolument. Donc ça aussi, serait intéressant de voir pourquoi et au bénéfice de qui. Voilà. C'est certainement pas des éleveurs ni du consommateur, parce que quand vous savez qu'une viande d'herbe est meilleure pour la santé, parce que la nature fait bien les choses, vous avez une remontée dans la chaîne alimentaire. De ce qu'on trouve naturellement dans l'herbe, c'est des acides gras essentiels, type oméga 3. Il y a 2 sources au niveau terrestre, elles sont ou marines, donc dans le phytoplancton, c'est pour ça que vous retrouvez ça dans le poisson sauvage, une richesse de graisses polyinsaturées que sont donc les types oméga 3, et l'autre, c'est dans l'herbe, mais à condition qu'elle n'ait pas reçu d'engrais chimiques. Bien sûr. Et donc, cette herbe-là, naturelle, est riche en oméga 3, le bovin, la vache le mangeant, le concentre dans sa viande. Et vous avez des viandes qui sont 3 fois plus riches quand elles sont produites à l'herbe. C'est pour ça que du bœuf d'herbe, c'est vraiment l'essentiel. Mais aujourd'hui, vous voyez bien encore que toute l'organisation de la société est basée sur faire de la vache un cochon, alors que la vache, physiologiquement, en tant que scientifique, enfin, n'importe qui peut le voir, la vache est un herbivore. Oui. On va ça a fait des milliers d'années. Qu'elle est un herbivore. Qu'elle est un herbivore. On va sortir donc, on va continuer, on en a fini avec le transport, on a déjà oui, on va sortir du camion, exactement Nicole, on va continuer un petit peu. On va arriver sur la chaîne d'abattage et là je vous propose de regarder ces images difficiles, choquantes, attention d'ailleurs, de la L214. Certains sont tirés dans le piège avec un treuil. Beaucoup de chevaux paniquent. Tués au couteau, ils perdent la vie, suspendus par un crochet.
Cet employé perce l'œil d'un mouton avec la pointe du couteau avant de l'égorger. Alors voilà, des images, on l'a vu, très dures. On va commencer avec vous, Anne, vous qui avez visité de nombreux abattoirs. Est-ce que c'est des images qui vous choquent ? Est-ce que c'est des pratiques que vous n'avez jamais constatées au cours de votre enquête ou au contraire, est-ce que finalement c'est un peu le lot quotidien des abattoirs français ? Malheureusement, je vais vous dire, c'est un peu le lot quotidien des abattoirs français. C'est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que faire passer un animal de la vie à trépas, c'est forcément un acte violent. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le problème, c'est pas l'abattage en lui-même, c'est l'industrialisation de l'abattage. C'est le fait qu'on impose des cadences très importantes, même si là, dans ces deux abattoirs, c'est des petits abattoirs, hein, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans d'autres C'est intéressant structures. parce que systématiquement, on nous explique que c'est la productivité, la rentabilité et les cadences infernales qui poussent les employés à être finalement contraints à oublier quelques postes sur la chaîne d'abattage. Là, on se rend compte que finalement, c'est pas ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un gros problème de formation de nos opérateurs dans les abattoirs. Si vous les formez pas, ils ont du mal forcément à pouvoir percevoir ce que peut sentir un animal. Ils sont soumis quand même à des cadences malgré tout et des fois en fonction des périodes de l'année, que ce soit l'Aïd ou que ce soit Pâques ou que ce soit... C'est des grosses périodes de productivité et d'abattage. Donc effectivement, ils travaillent des heures extrêmement longues. S'ils sont pas bien formés... Pas du tout formés. Voilà, s'ils sont pas bien formés, mal encadrés, forcément on arrive à des aberrations comme ce qu'on voit là, où quelqu'un va crever l'œil d'un mouton, où en fait les méthodes ne sont pas... On arrive, si je puis me permettre quand même, je veux pas faire... mon excité de la protection animale, même si je le suis un peu, mais on se demande quand même assez mal l'intérêt, on comprend assez mal, l'intérêt d'un employé de crever l'œil d'un mouton quand il est en passe de le tuer. Ça ne l'immobilise pas, ça ne, il n'est pas plus inconscient. C'est vrai qu'il y a aucune Donc il y a un moment, à part le sadisme, on a quand même du mal à se demander. Il n'y a eu aucune excuse aux salariés, mais il faut quand même se rendre compte que le système, c'est-à-dire d'industrialisation de l'abattage, produit ce genre de pratique trop régulièrement. Au début, le ministre de l'Agriculture disait « oui, mais c'est une exception ». On accumule toutes les exceptions. Moi, j'étais directeur qualité dans un abattoir, je l'ai vu, c'est-à-dire cette déshumanisation de cet espace de la chaîne d'abattage, parce que on a habitué les gars à de la violence gratuite, ordinaire, quotidienne. Pour qu'ils supportent. Voilà, oui, puis ils sont énervés, ils se défoulent un peu, il y a ce côté ça, vous voyez. Et en plus, ils n'ont jamais élevé d'animaux, ils n'ont jamais eu de proximité de soigner un animal. Donc pour eux, c'est juste, vous voyez, ça permet de distancier, c'est-à-dire que c'est plus facile de le tuer si on est, entre guillemets, un peu méchant avec. Vous voyez, c'est ce côté, et ça c'est dangereux. C'est la déshumanisation. La déshumanisation qui est organisée avec la façon dont maintenant on manage le personnel partout. Complètement, mais c'est ça. Je ne veux pas dire que les médecins arrivent à crever un œil, mais enfin si les médecins arrivent à dire aux gens, si vous ne faites pas ça, vous serez mort dans 3 semaines, c'est parce qu'ils sont déshumanisés. Ils sont déshumanisés parce que effectivement le système managérial les a poussés à ça. Parce qu'il faut faire du rendement, parce qu'il faut vendre des médicaments chers, parce que, etc. La priorité, c'est quand même la même chose, voilà. Et c'est important parce que c'est quand même bien démontré. Je cite tout le temps les expériences de Milgram et des gens. On sait bien très bien si on enferme des personnes et qu'on leur donne des ordres pour tuer des gens. Il y en a 80% qui acceptent de donner la quantité d'électricité nécessaire pour tuer la personne qui est en face. Il y a 80% des gens qui obéissent à ça. Donc pourquoi voulez-vous que pour les animaux ils n'obéissent pas ? Donc je veux dire, c'est quand même très très important que la psychologie humaine soit bien prise en compte, en sachant qu'effectivement là aussi c'est un phénomène qui ne s'arrête pas aux abattoirs, qui est particulièrement visible là, effectivement, avec les animaux, mais qui est quand même un phénomène tragique de conditionnement de l'humanité à se déshumaniser pour être rentable, parce que les masses, les foules sont prises en... C'est la face émergée de l'iceberg. Absolument. Où l'homme a en lui la capacité de faire le pire, mais il peut faire aussi le meilleur. C'est pas une fatalité, absolument. Mais c'est un environnement qui n'est pas vertueux. Et moi, je l'ai expressément dénoncé parce que c'est pas une fatalité. On peut faire mieux, on peut faire autrement. Et ça passe par de l'éducation à connaître l'animal, à découvrir et accompagner le fait que c'est un être sensible, qu'il y a une sensibilité.
Et si vous apprenez aux personnes à avoir ce contact-là, eh bien, vous ne pouvez plus donner la mort comme ils le font de façon violente. Mais là, en l'occurrence, il faudrait peut-être une vraie volonté politique, parce que là, on a vu la création de la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs qui a été finalement... Auquel on a participé. Auquel, d'ailleurs, l'un et l'autre, vous avez participé. On a bien vu que ça avait été créé quand même sur un effet d'annonce par Stéphane Le Foll, parce que devant le fait que L214 ne lâchait rien et publiait de plus en plus de vidéos, il fallait bien lancer un signe à la population qui, quand même, je le dis, soit dit en passant, mange de moins en moins de viande. Donc on voit ça, c'est finalement des grands débats qui durent des heures, des experts, souvent très qualifiés d'ailleurs pour parler de toutes ces questions, pour finalement voir un article qui paraît hier ou avant-hier d'un député qui a visité un des 2 abattoirs récemment mis en cause, qui nous explique que quand il a visité, il n'y avait aucun manquement. Alors force est de constater que là, il y en avait quand même quelques-uns, pour pas dire qu'ils étaient pléthoriques. Et à l'issue de tout cela, on nous explique que les trois mesures qui vont sans doute être prises, c'est celle que demande L214 depuis très longtemps, à savoir la vidéosurveillance, la formation des employés, qui quand même tombe un peu sous le sens. On s'étonne quand même un petit peu que ça soit demandé maintenant en 2016. Et par ailleurs, la présence systématique de vétérinaires, qui là aussi est imposée par la loi. Et c'est juste un rappel de la loi, parce qu'une chaîne d'abattage ne peut pas fonctionner sans la présence effective et physique des services vétérinaires, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État. Et toutes ces affaires, tous ces scandales-là nous ramènent au manquement de l'État, c'est-à-dire l'État ne fait pas son travail. Les fonctionnaires sont payés pour le faire, c'est leur seule préoccupation. Ils ne sont pas des salariés de l'entreprise, ils sont des fonctionnaires de l'État, ils nous représentent, ils doivent faire respecter la loi. La loi dit que vous n'avez aucune tolérance, aucune possibilité de faire souffrir un animal. Déjà, l'État permet de déroger, d'égorger un animal sans qu'il soit assommé ni inconscient. Une dérogation pour les oui, abattages rituels. cachère et autres. C'est pas normal, c'est juste pas normal. Candide. Moi, je pose une question. Oui. Comment, il me semble qu'il est quand même possible d'endormir les animaux avant de les tuer. Oui. Tout simplement. Il faut les rendre inconscients, mais il faut que ce soit fait de façon propre, systématique. Mais c'est pas le cas en France. Oui, mais pourquoi on ne peut pas imposer ça? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Non, mais là, la loi. La loi le prévoit. La loi prévoit que toutes les bêtes soient étourdies. La loi le prévoit que toutes les bêtes soient étourdies, sauf dérogation, et c'est une dérogation pour le rituel. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on a à peu près une vache sur 2 qui est abattue de façon rituelle, ce qui ne correspond pas à la demande de consommation. On a... Et c'est déjà pas normal que l'État capitule sur une dérogation à une loi qui s'applique à tout le monde. Oui, mais en même temps, là encore, on en revient aux vétérinaires. Si la loi ne s'applique pas, c'est aussi que les personnes chargées de faire appliquer cette loi, donc les vétérinaires d'État, ne sont pas assez présents dans les abattoirs. Officiellement, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, un vétérinaire doit être présent en permanence. En pratique, ça n'est pas le cas. Je suis allée dans plein d'abattoirs où il n'y avait pas de vétérinaire. À 8h, par exemple, alors qu'on commence à abattre les animaux à 5h30. Absolument. Alors le problème, c'est ça, c'est qu'on a diminué le nombre de vétérinaires en France de façon drastique et qu'aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Tous les rapports le disent, que ce soit les rapports de la Cour des comptes, que ce soit les rapports des inspections vétérinaires européennes, que ce soit les rapports de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire, c'est des super inspecteurs vétérinaires, tous disent qu'on n'a pas assez de vétérinaires dans les abattoirs. C'est un constat. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quand on partage le même constat? On continue à faire prendre des risques à la population qui va manger des bêtes qui se retrouvent avec des abcès, des choses qui auraient dû être enlevées par les vétérinaires, ou on ferme les yeux, on en revient à ce chiffre dont je vous parlais tout à l'heure, 1 euro en prévention, c'est 5 à 6 euros en réparation des préjudices et frais médicaux, ce qui veut dire qu'en fait, ne pas mettre des vétérinaires aujourd'hui dans les abattoirs, ça coûte beaucoup plus cher à la société. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir juste par des petites lignes budgétaires, mais réfléchir à l'homme dans sa globalité et aux Français dans leur globalité. Et donc, il faut réintroduire des vétérinaires et des vrais vétérinaires, parce qu'aujourd'hui, l'État dit on a augmenté, mais on a mis des techniciens vétérinaires qui n'ont pas une formation de 7 ans, qui sont pas formés, là encore. Et la question, est-ce qu'ils ont de l'autorité? Est-ce qu'ils peuvent se faire écouter? Mais quand vous n'avez pas les compétences... J'en étais témoin, j'étais directeur. Parce que même les inspecteurs du travail, on voit bien dans les entreprises. Pierre, justement, votre expérience, parce que vous en avez constaté des irrégularités. Oui, je l'ai révélé à multiples occasions dans mon livre Omerta sur la viande. C'est que moi, j'étais témoin que l'inspecteur vétérinaire qui a le pouvoir de police, c'est-à-dire il peut faire fermer l'abattoir, il peut suspendre l'abattage, il peut verbaliser l'industriel
il ne faisait rien. C'est-à-dire, il voyait, il disait « Ah, ça, c'est pas légal, ça, vous ne pouvez pas. » Comme les inspecteurs du travail, Voilà, les hôpitaux, mais la sanction ne tombait C'est pas compliqué, jamais. les médecins du travail. Donc après, l'industriel s'habitue que finalement l'État botte en touche et ne prend pas ses responsabilités. Et puis après, vous découvrez toutes ces dérives-là qui sont aux quatre coins du pays qu'est la France, parce que l'État n'assume pas ses responsabilités. Anne Deloisy et moi, qu'est-ce qu'on est allé faire et dire quand on a été auditionné à la commission parlementaire sur les abattoirs? On est allé prendre la défense de la cause animale et de dire il y a urgence qu'il y ait un changement en France. Voilà ce qu'on est allé dire à la commission d'enquête. Bon, ils nous ont écoutés poliment et ils s'intéressaient vraiment à la chose. Mais auront-ils les moyens politiques de passer à on applique des changements? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que le ministre... Mais alors, est-ce qu'on applique des changements ou est-ce que tout simplement on applique la loi qui est aujourd'hui... déjà, il faudrait faire appliquer sans dérogation possible la loi. Déjà, ce serait un pas énorme en avant. La France est condamnée régulièrement par l'Europe pour non-application des normes européennes. Et encore une fois, les rapports européens, on peut prendre 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, tous sont alarmants. En 2009, c'est allé tellement loin parce qu'il n'y avait pas assez de vétérinaires dans les abattoirs de volailles que l'Europe a dit si vous ne rajoutez pas des vétérinaires, on vous interdit d'exporter votre volaille. Et je rappelle que la France est le premier producteur européen de volailles. Donc c'est un énorme manque à gagner pour toute la filière derrière. Donc à un moment donné, là aussi c'est important de regarder les chiffres. On a 1000 vétérinaires en France qui travaillent avec les animaux. Il y en a 4200 en Italie, il y en a 6000 en Allemagne. Est-ce que c'est normal que la France, aujourd'hui, qui est le premier producteur européen de volailles, de bovins et troisième de cochons, se trouve aujourd'hui classée en 97e position mondiale en termes de vétérinaires par animaux, derrière l'Iran, le Costa Rica et la Tunisie? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'on doit l'accepter? Si on est vraiment le premier pays producteur, et ce qui est le cas, et si on a envie de défendre cette structure, il faut que l'État y mette les moyens, là en l'occurrence. Il nous faut des vétérinaires. Parce qu'on a déjà des pays qui refusent d'acheter de la viande française. C'est le cas par exemple de la Corée qui a dit maintenant vos conditions sanitaires elles sont juste inacceptables, on n'achète plus de volailles chez vous, c'est fini. Et d'autres pays vont suivre à un moment donné. Donc quelle est la meilleure stratégie L'action. Alors, avant de passer à la conclusion, je vous propose d'écouter une grande dame que tous nos téléspectateurs vont rapidement reconnaître, une grande dame aussi bien du cinéma français, mais également de la protection animale, puisque ça fait des années qu'elle mène ce combat pour la défense des animaux. On va écouter un témoignage de Brigitte Bardot qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Je ne vois pas comment on peut sacrifier des animaux pour faire de la viande d'une manière qui ne soit pas un massacre atroce. De toute façon, la façon dont on les tue est abominable. Et je trouve scandaleux le traitement, mais épouvantable, mais inhumain, mais honteux, vous entendez, le traitement infligé aux animaux dans les abattoirs. C'est honteux. On ne devrait plus, à notre époque, manger de viande. On est là à torturer, à sacrifier, à saigner des animaux qui sont l'innocence même, qui sont adorables. Je vous parle, mais je suis... en vous parlant, là, je suis révolté, voilà. C'est pour ça que je me dis, pourquoi en est-on encore à manger de la viande alors que la plupart des gens n'en ont pas besoin? La viande était soi-disant pour les travailleurs de force, les hommes qui avaient de rudes choses à faire dans leur vie, etc. Et là, tout le monde est derrière un bureau et puis sur une chaise ou un fauteuil ou dans une voiture. Et je vois pas pourquoi on a besoin de manger de la viande. Alors justement, on va réagir aux derniers propos de Brigitte Bardot. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut survivre sans viande? Alors, survivre est un mot bien choisi. On peut évidemment survivre sans viande. Maintenant que l'homme soit
fabriqués depuis des millénaires, là aussi, et des millions d'années peut-être pour être sans viande, est sûrement faux. Enfin, je veux dire, manifestement, on a des dents faites pour manger de la viande, on a un certain nombre d'éléments qui sont dans la viande et qui manquent dans l'alimentation purement végétarienne. Alors, si ça consiste à prendre tel complément, je ne trouve pas que ça soit un retour naturel non plus. Donc moi, il me semble qu'une conclusion simple peut-être de dire qu'il faut manger de la viande modérément, et évidemment, on n'a pas la raison, Brigitte Bardot, on n'a pas besoin de manger les kilos de viande que mangeaient les gens qui font des travaux sportifs importants, mais manger un minimum de viande et de qualité, c'est-à-dire qu'évidemment la viande du pré me paraît une évidence, et sûrement pas toutes ces viandes frelatées avec ces pauvres animaux qui ont été torturés dans les camions et dans les élevages, et dont la qualité de la viande au point de vue des nutriments doit évidemment, au-delà des infections en plus, doit être pourrie. Donc évidemment, nous sommes des hommes, des femmes, on doit manger, on a sûrement intérêt à manger un minimum de viande pour apporter du fer, enfin des tas de choses. On n'a pas besoin d'en manger des kilos. Et sûrement, comme pour le reste, il faut manger de la bonne viande bio. Mais il faut faire attention aussi que de dire on va manger que des légumes et s'intoxiquer par les pesticides, je pense sûr que pour la santé, ça soit meilleur. Donc il faut faire très attention aux conclusions hâtives d'un certain nombre de groupes de gens. Anne voulait rajouter quelque chose. En fait, je crois qu'il y a des choses sur la viande. Est-ce qu'on peut continuer à manger de la viande ? Oui, je crois qu'on peut en manger, je serais d'accord avec vous. Je pense qu'il faut privilégier la viande des circuits courts, c'est-à-dire faire travailler, là encore, les éleveurs et le tissu économique et agricole qui se trouve autour de chez vous. Parce que d'abord, vous avez un contact. Dans Paris, c'est toujours la question. Alors, quand vous n'êtes pas dans Paris, vous pouvez avoir un contact direct. Si jamais il y a un souci, vous avez un retour. Et du coup, si la personne ne vous fournit pas un retour qui vous convient, vous changez, mais sinon vous pouvez continuer. Si vous habitez Paris, il y a de plus en plus de systèmes maintenant grâce à Internet pour pouvoir commander de la viande bien élevée. Ça, c'est bien. Et après, l'autre chose que je voulais dire qui était importante, c'est attention à tous les produits transformés. C'est ça qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Les lasagnes au cheval. Non, mais transformés parce qu'il y a des conservateurs, parce qu'il y a des additifs, et c'est ça qui est le plus toxique en fait. Ça, c'est vraiment très problématique. Achetez votre viande, mettez-la au congélateur. Moi, je fais ça. Je suis à Paris, j'achète des petites caissettes de viande, je les mets au congélateur, et le jour où j'ai envie de faire un bon rôti, je peux. Et en fait, il est bien conservé, il est au congélateur et j'ai pas de souci. Et en plus, je fais travailler des éleveurs comme Pierre, ça leur permet de vivre, parce que rappelons que en France, on a entre 1 et 2 suicides d'éleveurs par jour. Donc il faut faire travailler les petits éleveurs. On va laisser le mot de la fin aux professionnels alors. Bah oui, et on peut consommer de la viande, et il faut consommer autrement de la viande. C'est notre rapport à la consommation qui est mauvaise. D'ailleurs, c'est l'ensemble de la société de consommation qu'il y a à revoir. C'est pas juste la consommation de viande. C'est vraiment les bases de la société de consommation qu'il faut revoir. Et sur la consommation de viande, il faut en consommer moins, exclusivement de la bonne, c'est-à-dire des animaux en liberté, qui sont nourris à l'herbe. Et pour les gens qui sont urbains, qui se disent « bah oui, mais j'ai pas un éleveur juste à proximité pour aller faire mes courses », il faut savoir que nous sommes organisés en filière. Nous, on a fait la filière le bœuf d'herbe, mais d'autres éleveurs le bœuf d'herbe. Oui. D'accord. Et on regroupe donc des éleveurs qui engraissent et nourrissent leurs animaux qu'à l'herbe, et donc en respectant la liberté de l'animal. On est des pionniers aussi du bien-être animal, parce que je fais partie d'une famille qui a milité pour la reconnaissance de l'agriculture biologique et du bien-être. Et à l'époque, il y a 40 ans, on se moquait de nous quand on évoquait la sensibilité animale. Donc ça veut dire que c'est sérieux vraiment derrière, donc on accompagne l'animal, et c'est pour ça que je disais que sur même l'abattage, qui reste un moment un peu violent pour tuer l'animal, il y a moyen de le faire sur un animal inconscient, sans souffrance, et c'est un scandale ce qui se passe. Donc arrêtez les dérogations alors. Ah bah oui, les dérogations doivent être absolument interdites, la loi totalement appliquée, et d'aller plus loin justement dans l'accompagnement et dans la mise en inconscience de l'animal, de façon à ce que l'abattage se fasse sans aucune souffrance. C'est possible, une troisième voie est possible. Et pour consommer de bons produits, les gens, il faut qu'ils reprennent leur consommation en main, parce que le pouvoir, c'est le consommateur qui l'a. Il pense que lui, vous voyez, assis chez vous, vous dites, oui, mais comment je peux faire toute cette société-là qu'on me propose avec autant de souffrance, ça me plaît pas, ça me ressemble pas. Comment je peux faire ? Eh bien, vous pouvez tout, c'est-à-dire en déplaçant vos achats,
en achetant plutôt un animal qui a été respecté dans sa phase d'élevage, qui vit en pleine liberté. Si c'est un bovin qui a mangé de l'herbe, eh bien, derrière, vous allez choisir votre paysage, vous allez choisir de ne pas polluer votre eau, votre air, de respecter les animaux et de faire du bien à vous-même, puisque vous allez manger des calories qui sont pleines, au lieu que ce soit des calories creuses et polluées par les antibiotiques dont Anne Deloisy nous rappelait, qui sont abondamment utilisés, parce que les animaux sont en souffrance, ils sont malades et tout, alors qu'ils le sont nettement moins sur les systèmes extensifs quand ils sont en plein air. Donc vous faites du bien parce que c'est des nutriments très riches je disais aussi, acides gras polyinsaturés, qui disparaissent quand c'est des vaches qui sont mal élevées et bourrées d'ensilage de maïs et de tourteaux de soja. Et on revient avec le problème du taffetas, puisque les tourteaux de soja, c'est l'importation, la déforestation en Amazonie. Vous voyez bien que tout est lié. Tout est lié. Tout est globalisé. Donc si vous voulez aider, vous dites, je n'ai aucun pouvoir. Si, vous avez le pouvoir de changer en déplaçant vos achats. Allez acheter en direct des viandes qui sont en plein air et en achat direct. Et si possible, si c'est du bovin, de l'herbe, du bœuf d'herbe. De chez vous. Entre autres. Mais... Bon, on a compris, je crois, consensus intégral. On est Consommer, tout à fait mais d'accord. consommer Oui. autrement. On arrive à la fin de cette émission, donc on vous souhaite une bonne fin de semaine et on Bon se retrouve. appétit. Et bon appétit, effectivement, on rappelle, bon appétit et omerta sur la viande. À bientôt pour le prochain numéro d'Oxygène. Merci. Merci.